Maintenant, on va calculer le travail d'une force extérieure F appliquée sur un système. Considérons un gaz enfermé dans un cylindre. Et on suppose que cette base supérieure, appelée piston, peut se déplacer sous l'influence d'une force extérieure F. Ici, la force F est le poids de cette masse, M. F est égal à M fois G. Quand F est exercé sur le gaz, ce dernier, c'est-à-dire le gaz, va être comprimé. Et donc, la pression augmente et le volume diminue. Notons aussi que le vecteur déplacement dl est dirigé vers le bas, c'est-à-dire suivant le vecteur moins k. Donc dl, le vecteur déplacement, est dirigé suivant moins k. Par définition, le travail de la force F est donc l'intégrale de l'état initial à l'état final du produit scalaire de F et le vecteur déplacement dl. Donc le travail W de la force F est l'intégrale de l'état initial à l'état final des produits scalaires de la force F et le vecteur déplacement dl. Ou bien, on écrit que le travail élémentaire dW est égal au produit scalaire de la force F et le vecteur déplacement dl. Donc, le travail élémentaire dW est positif, car le produit scalaire est positif, car F et le vecteur dl, le vecteur déplacement dl, ont le même sens. Donc, le travail élémentaire est positif. En utilisant la définition des produits scalaires, donc F fois dl, la définition des produits scalaires, et sachant que le volume élémentaire dV est égal à S fois dl, S est la surface des pistons, dl le déplacement, donc dV c'est S fois dl, et sachant aussi que la pression extérieure c'est la force extérieure sur la surface des pistons S, donc la pression extérieure est égale à la norme de la force F sur la surface des pistons S. Donc, on trouve que le travail élémentaire dW est égal, c'est la pression extérieure fois la valeur absolue de le volume élémentaire dV. Donc, dW est égal à la pression extérieure fois la valeur absolue de dV. Bien sûr, le travail élémentaire est positif. Et puisqu'on a ici une diminution de volume, donc le volume du gaz diminue, c'est-à-dire que le volume élémentaire ici, donc, il est négatif, puisqu'il y a diminution du volume. Donc, dV négatif, donc on va remplacer la valeur absolue de dV par moins dV pour que le travail élémentaire soit positif. Donc, finalement, on écrit que dW est égal moins la pression extérieure fois dV. Donc, conclusion,
dW, le travail élémentaire, est égal moins la pression extérieure fois dV. Cette relation est toujours juste. Par exemple, si on a maintenant une dilatation au lieu d'une compression. Donc on a une dilatation, c'est-à-dire que le volume augmente, donc le volume élémentaire dV est positif. Et on a aussi le déplacement dL est positif dans ce cas. C'est-à-dire que le travail élémentaire dW, le produit scalaire de la force F et le déplacement dL, dans ce cas, elle est négative. dW est négatif. Et donc, on a la relation suivante. Toujours cette relation est juste. dW est négatif, dV est positif. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque il y a une dilatation au lieu d'une compression, donc dV est positif. Et donc, il faut qu'il y ait un signe moins ici pour que la relation soit juste. Donc, toujours, on a cette relation dW est égal moins P extérieur fois dV. Donc, finalement, on dit que le travail des forces de pression extérieure lors d'une transformation d'un état initial 1 à un état final 2 est comme suit. Donc le travail d'une force extérieure W est égal à moins l'intégrale d'un état 1 vers un état 2 P extérieur fois dV. Notons que cette pression est la pression extérieure reliée à la force extérieure F. Donc, ce n'est pas la pression intérieure des gaz, c'est la pression extérieure reliée à la force F. On remarque également que si dL est négatif, donc si dL est négatif, c'est-à-dire il y a compression du gaz, on va trouver un travail positif. Et donc on dit que le système reçoit du travail. Donc si dL est négatif, on va trouver un travail W positif, et donc le système ou bien le gaz reçoit du travail. Par contre, si dL est positif, on va trouver un travail négatif. Et donc, on dit que le système fournit du travail. Donc, si dL est négatif, on aura un travail positif, le système reçoit du travail. Par contre, si dL est positif, on a un travail négatif, on dit que le système fournit du travail. Maintenant, on va calculer le travail d'une force extérieure F si on a une transformation réversible. Pour une transformation réversible, le piston se déplace très lentement. Et donc, le vecteur déplacement dL se fait de façon lente et réversible. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de variation de pression. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire lorsque la transformation est réversible, le piston reste toujours en équilibre. C'est-à-dire que la pression extérieure est égale à la pression intérieure
ou bien la pression des gaz. Donc, on va noter la pression extérieure et la pression intérieure des gaz, la pression P. Donc, lorsque on a une transformation réversible, on a le piston en équilibre, c'est-à-dire que la pression extérieure reliée à la force extérieure est égale à la pression intérieure du gaz. Donc, c'est la pression P. Par conséquent, on trouve que le travail de la force extérieure F est comme suit. Le travail W est égal moins l'intégrale de l'état initial à l'état final, la pression P, la pression des gaz, P, fois dV. Donc maintenant, on a remplacé la pression extérieure par la pression P du gaz. Et donc, l'intégrale devient plus facile à calculer. Conclusion, si la transformation est réversible, donc la pression extérieure est égale à la pression des gaz, et donc le travail est moins l'intégrale de l'état initial à l'état final de P dV. Si on construit maintenant le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire la courbe P en fonction de V. Donc P en fonction de V. On peut trouver le travail W en calculant cette surface. Cette surface assurée, c'est-à-dire la surface limitée par la courbe P en fonction de V, l'axe des abscisses et les deux droites passant par les abscisses de l'état initial et l'abscisse de l'état final. Donc, on peut calculer le travail en traçant la pression en fonction de V, donc P en fonction de V, et en calculant cette surface. La surface limitée par cette courbe, l'axe des abscisses et les deux droites passant par les abscisses de l'état initial et l'abscisse de l'état final. Maintenant, si la transformation est irréversible, c'est-à-dire que la transformation est brutale et rapide. Donc, il n'y a pas d'équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure des gaz. Donc, la pression intérieure des gaz est différente de la pression extérieure. Alors, on ne peut pas simplifier le travail. Le travail reste toujours égal à moins l'intégrale de l'état initial à l'état final, P extérieur dV. Donc, si on a une transformation irréversible, on ne peut pas simplifier l'expression du travail. On peut calculer ce travail lors d'une transformation irréversible si la pression extérieure est constante. Dans ce cas, si la pression extérieure est constante, donc P extérieur est constant, donc le travail devient égal moins P extérieur, l'intégrale de l'état initial à l'état final, dV. Et donc, on trouve que le travail égale moins P extérieur multiplié par VF moins VI. Le volume à l'état final moins le volume à l'état initial. Donc, si la transformation est réversible et la pression extérieure est constante, dans ce cas, on trouve que le travail
W est égal moins P extérieur multiplié par VF moins VI. Maintenant, c'est on trace le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire la pression du gaz en fonction du volume du gaz. Donc P en fonction de V. Donc c'est le diagramme de Clapeyron. On peut calculer le travail W. Donc c'est la surface assurée ici, c'est-à-dire la surface limitée par la courbe P en fonction de V. Donc c'est une droite, car la pression est constante. Donc PA est égal à PB. La pression de l'état initial est égale à la pression de l'état final. On a la même pression. Donc le travail et la surface limitée par la courbe P en fonction de V, l'axe des abscisses et les deux droites passant par l'abscisse de l'état initial et l'abscisse de l'état final. Maintenant, dans cette partie, on va calculer le travail d'une force extérieure dans certains cas particuliers. Premièrement, si on a une transformation réversible isobare. Une transformation isobare, c'est-à-dire une transformation au cours de laquelle la pression reste constante. P est constante. Dans ce cas, le travail W est égal moins l'intégrale de l'état I à l'état F, P extérieur dV. La transformation est réversible, donc la pression extérieure est égale à P, la pression intérieure, la pression du gaz. Et donc, on a le travail, c'est moins l'intégrale de l'état I à l'état F, P dV. P est constante, une transformation isobare. Donc, on fait sortir la constante P, donc le travail, moins P, l'intégrale de l'état I à l'état F, dV. Et donc, finalement, on trouve que le travail est égal à moins P multiplié par VF moins VI. Donc, c'est la transformation réversible isobare, c'est-à-dire que la pression est constante. Le travail est égal à moins P, la pression des gaz, multiplié par VF moins VI, le volume du gaz à l'état final, moins le volume du gaz à l'état initial. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est on a maintenant une transformation réversible isochore. Une transformation isochore, c'est-à-dire que le volume reste constant au cours de cette transformation isochore. V est constant, donc le volume élémentaire dV est nul. Donc V constant, dV est nul. dV est nul, donc le travail est nul. Si on a une transformation réversible isochore, où le volume est constant, donc dans ce cas, on trouve que le travail W est nul, elle est égale à 0. Le troisième cas particulier est la transformation réversible fermée ou bien cyclique. Une transformation est dite fermée ou bien cyclique si l'état final coïncide avec l'état initial. Donc, par exemple, on prend cet exemple. Donc, si on prend l'état 1, c'est l'état initial. Donc, il y a une transformation. Et l'état final coïncide avec l'état initial. Donc, l'état 1, c'est l'état initial et l'état final. Dans ce cas, on dit que la transformation est cyclique ou bien elle est fermée. Dans ce cas, le travail total
Donc si on considère qu'il y a un autre état, par exemple ici, il y a un état 1, un état 2, donc pour calculer le travail total, donc on calcule le travail de cette transformation de l'état 1 à l'état 2, puis on calcule le travail de l'état 2 à l'état 1. Donc, ils sont différents. Et donc, on fait la somme. Donc, le travail total d'une transformation cyclique, donc c'est le travail de l'état I à l'état F, puis le travail de l'état F à l'état I, c'est-à-dire moins l'intégrale de l'état I à l'état I, P dV. Ce travail est non nul, car généralement le travail, la transformation de l'état I à l'état F est différente de la transformation de l'état F à l'état I. Dans le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire la pression en fonction du volume, le travail du cycle est représenté par la surface assurée, donc cette surface, à l'intérieur du cycle. Donc il y a deux cas. Donc si le cycle est décrit dans le sens horaire, comme dans ce cas, donc le cycle est décrit dans le sens horaire. Dans ce cas, le cycle ou bien le travail du cycle est négatif. On dit que le cycle est moteur. Donc, lorsque le travail du cycle est négatif, on dit que le cycle est moteur. Et le cycle est décrit dans le sens horaire, comme dans ce cas. Le deuxième cas, si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique, dans ce sens, le travail du cycle dans ce cas il est positif et le cycle est des récepteurs. Donc le cycle soit moteur ou bien elle est récepteur. En général, le travail dépend du chemin suivi. On va prendre un exemple. On va calculer le travail pour passer de A à C, suivant deux chemins différents. Les deux chemins sont réversibles. Le premier chemin est le chemin ABC, constitué d'une transformation isobare AB à pression constante P1, suivi par une transformation isochore BC à volume constant V2. Donc le premier chemin est le chemin ABC. Le deuxième chemin est le chemin ADC, constitué d'une transformation isochore AD à volume constant V1, puis une transformation isobare DC à pression constante P2. Donc le deuxième chemin est le chemin ADC. Donc on va calculer le travail suivant le chemin ABC et le travail suivant le chemin ADC. Et on va faire une comparaison. On rappelle premièrement que lors d'une transformation isochore, réversible ou bien irréversible, le travail élémentaire, delta W, est nul. Il est égal à 0. Car le volume élémentaire, dV, est nul. Donc, le travail élémentaire est nul. Donc ça, pour une transformation isochore. Aussi, pour une transformation isobare réversible, le travail élémentaire égale
moins P dV avec P constante. Donc, si la transformation isobare réversible, le travail élémentaire delta W égale moins P dV avec P constance. Donc, en utilisant ces deux relations, ou bien ces deux définitions, si on fait des calculs, on trouve que le travail suivant le chemin ABC W1 égale moins P1 multiplié par V2 moins V1. Donc, c'est le travail suivant le chemin ABC. Et on trouve que le travail suivant le chemin ADC W2 égale moins P2 multiplié par V2 moins V1. On voit donc que W1 est différent de W2. Le travail suivant le chemin ABC est différent du travail suivant le chemin ADC. Donc, conclusion, le travail dépend du chemin suivi. Le travail n'a pas une différentielle totale exacte, car il dépend du chemin suivi. On dit que le travail n'est pas une fonction d'état. C'est pour cela on note le travail élémentaire par delta W au lieu de dW, car le travail n'a pas une différentielle totale exacte ou bien elle n'est pas une fonction d'état.